Donald Trump a été reconnu coupable des 34 accusations criminelles qui pesaient contre lui. Le jury a donc cru Stormy Daniels et Michael Cohen. Trump est coupable d'avoir versé un pot de vin à l'ancienne actrice porno pour ne pas nuire à sa campagne de 2016 et d'avoir surtout dissimulé le tout. Azeb, après un peu moins de 12 heures de délibération, le jury reconnaît Donald Trump coupable sur toute la ligne. Tout à fait, Patrice, vous l'avez dit, ça a été un séisme ici. On ne s'attendait pas à un verdict aussi rapide. Vous savez, on se disait, est-ce que ça va être aujourd'hui, demain ou peut-être dans plusieurs semaines? Finalement, après plus de 11 heures de délibération, les 12 jurés, là, ça prenait vraiment l'unanimité des 12 jurés. Et là, ils ont décidé de le condamner sur les 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents comptables, pour avoir fait finalement passer ses frais, là, ce 130 000 $ qui a été remis à Stormy Daniels pour qu'elle garde son silence. Ils ont fait passer ça pour des frais juridiques, alors que c'était plutôt lié à la campagne électorale. Donald Trump ne voulait pas entacher sa campagne électorale. Et au début, en matinée aujourd'hui, les jurés demandaient plus de précision là, sur cet appel qui avait eu lieu en août 2015 entre David Pecker, le magnat là, de la presse à scandale, et Donald Trump, où il disait qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer cette campagne électorale. Il était avec Michael Cohen. Donc aujourd'hui, les jurés ont demandé plus de précision là-dessus. Et ce que la poursuite avait tenté vraiment de prouver, c'est que depuis le début, Donald Trump était à la tête de ce complot, que ce n'était pas du tout parce qu'il ne voulait pas froisser sa femme, Melania Trump, mais parce qu'il voulait remporter la campagne présidentielle et il ne voulait surtout pas qu'un scandale à caractère sexuel entache cette campagne-là. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, les 12 jurés l'ont reconnu coupable. Donald Trump a réagi après ce verdict où il dit vraiment que c'est politique, c'est de l'ingérence politique, qu'il ne s'en tiendra pas là, que ce n'est pas fini. Écoutons un extrait de ce qu'il a dit un peu plus tôt. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. The real verdict is going to be November 5th by the people. We have a country that's in big trouble, but this was a rigged decision right from day one with a conflicted judge who should have never been allowed to try this case, never. And we will fight for our Constitution. This is long from over. Thank you very much. Bon, Azeb, la sentence sera connue le 11 juillet. Voilà, donc il pourrait être passible de 4 années de prison, de 16 mois à 4 années de prison. Mais plusieurs anciens juges affirment que c'est peu probable vu son âge avancé. Le 14 juin, il aura 78 ans. Donald Trump n'a pas vraiment d'antécédents judiciaires et il ne serait pas un danger là, pour le public. Donc cette sentence, cette prison, ce serait peu probable selon plusieurs juges, mais on ne sait jamais. Le maire Eric Adams a dit que la prison de Rikers Island avait déjà fait les préparatifs, qu'elles étaient prêtes. Mais évidemment, Patrice, on est vraiment en terrain inconnu là. Un ancien président condamné au criminel et peut-être un futur président parce qu'il est en avance dans les sondages. C'est le candidat républicain aux élections de 2024. Donc on est vraiment en terrain inconnu. Joe Biden a réagi sur son compte Twitter en affirmant que voilà, les Américains vont décider le 5 novembre. Voici un extrait de ce que Joe Biden a écrit sur Twitter. Oui, on va le voir. On va le voir, le tweet. Et d'ailleurs, c'est arrivé très rapidement après le verdict qui lui-même est arrivé à la vitesse de l'éclair. Après 11 heures, on le ressouligne. Alors, M. Biden qui a dit qu'il n'y a qu'une façon d'empêcher Donald Trump d'entrer au bureau ovale, les élections. Azeb, il y a aussi une réaction, on s'attend à une réaction du côté des partisans de M. Trump, frustrés contre le système de justice dans l'État de New York, en tout cas. Complètement. Écoutez, on a parlé à une partisane qui disait, écoutez, c'est pas le premier président à avoir eu une liaison extra-conjugale. Elle a rappelé l'affaire Monica Lewinsky et Bill Clinton ou même John F. Kennedy dans le passé. Donc, beaucoup de partisans affirment que tout ceci est politique, que vraiment Donald Trump est une véritable victime. Eux le croient et disent que vraiment les démocrates ne veulent absolument pas qu'il devienne président des États-Unis, qu'il soit candidat aux élections. Et puis également, le président de la Chambre des représentants, là, Mike Johnson, c'est quand même le numéro 3, là, après le président et la vice-présidente. C'est lui là, qui tient les rênes du pouvoir aux États-Unis. Lui a dit que c'était une véritable honte, que ce n'est pas un exercice juridique, mais politique.
Plusieurs élus républicains sont d'ailleurs venus ici à Manhattan, à la cour criminelle, pour soutenir Donald Trump, pour vraiment apporter leur soutien en disant que vraiment c'est de l'ingérence politique. Donc, encore une fois, les États-Unis sont extrêmement divisés politiquement et Donald Trump mène quand même dans les sondages. C'est sûr que c'est trop tôt, on est à 5-6 mois des élections, mais il est quand même meneur et il pourrait potentiellement devenir le président des États-Unis. Donc, on est vraiment en terrain complètement inconnu. Là, tout ceci est sans précédent. C'est historique, là. Restez là, Azeb. Oui, quand on regardait M. Trump tout à l'heure partir avec son gros SUV et la suite de l'ex-président, il y avait quelque chose de surréaliste, alors qu'il est maintenant officiellement un criminel. On va tout de suite aller rejoindre Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Mario. On s'en est parlé souvent de ce procès de Donald Trump. Mais là, c'est vraiment l'étape finale. Comme on dit, les avocats qui vont faire valoir leurs arguments, leur plaidoirie. Voilà, et c'est commencé. On a la retranscription de l'argumentaire final de Todd Blanche, qui est l'avocat de Donald Trump, donc qui assure la défense. On va avoir un peu plus tard. On s'attend à quelque chose d'assez long. Là, on parle d'une plaidoirie de clôture qui pourrait atteindre les 3 heures. C'est particulièrement long. Ensuite, et ça n'avait pas plu à Donald Trump, qui s'en est plaint tôt ce matin, donc c'est l'équipe du procureur qui va avoir le dernier mot. C'est pas impossible que les jurés commencent à délibérer aujourd'hui. Il y a plus de probabilités, par contre, que ça se fasse à partir de demain. Donc, on est vraiment, comme tu le mentionnais en introduction, donc dans le dernier droit. On pourrait peut-être avoir une décision cette semaine. Sinon, moi, je pense probablement la semaine prochaine. Là, on peut penser, si on a suivi un peu ce qui s'est passé, que les avocats de Donald Trump vont y aller à bras raccourcis sur la faiblesse de la crédibilité du seul vrai témoin de l'implication de Trump. Là. Pas qu'il s'est passé quelque chose ou que Stormy Daniels a reçu de l'argent, mais que Trump voulait ça, était conscient de ça, a commandé ça. C'est son ex-avocat Michael Cohen. Et j'ai l'impression que dans la plaidoirie, on va essayer de couper ce maillon de chaîne-là. Ah, c'est exactement ce qu'on s'emploie à faire déjà. Ce qu'on va entendre, je pense, le plus souvent pendant les, imaginons, 2 à 3 heures de l'intervention de Todd Blanche, l'avocat de Trump, c'est « Michael Cohen vous a menti ». Déjà, c'était dans les premières retranscriptions du procès. Je pense que c'est ce qu'on va entendre le plus souvent. C'est qu'on l'a dit, hein, on a eu beaucoup de choses dans ce procès-là. Il y a eu beaucoup, entre guillemets, de poudre aux yeux aussi. On a fait intervenir Stormy Daniels. On a fait intervenir l'ancien président du National Enquirer, donc celui qui achetait des histoires pour ne pas les divulguer. Il y a eu beaucoup de choses là-dedans qui ne sont pas l'essentiel. A-t-on enfreint la loi électorale et est-ce que Donald Trump le savait? Tu l'as bien mentionné, la seule personne qui est, entre guillemets, dans la pièce avec Donald Trump pour décider de ça ou au bout du fil au téléphone, c'est Michael Cohen. Il y a énormément de preuves circonstancielles, c'est-à-dire de choses qui nous montrent que Donald Trump ne laisserait pas aller 130 000 $ comme ça sans savoir ce qu'il en advient. On a toutes sortes de témoignages autour du stratagème utilisé pour payer Stormy Daniels et Michael Cohen. Mais il reste effectivement qu'il y a des témoignages qui sont venus dire aussi à quel point Michael Cohen n'était pas un individu fiable. Ultimement, c'est dans tout ce que Michael Cohen a dit, que va-t-on retenir si on retient quelque chose? Alors, c'est certain que Todd Blanche, aujourd'hui, ce qu'il s'emploie à faire, c'est de rappeler ce pourquoi on est devant le tribunal, donc de rappeler aux jurés quelle est la décision ultime qu'ils doivent prendre, et ensuite que le témoin principal est quelqu'un à qui on ne devrait pas faire confiance. Ce sont pas mal les 2 angles sous lesquels Todd Blanche va attaquer. On voit le profil des 12 jurés à l'écran, là, 7 hommes, 5 femmes. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient? Parce que souvent, durant le procès... les observateurs vont parler du jury, des gens attentifs qui prennent des notes ou peu importe. Qu'est-ce qu'on a à dire dans ce cas-ci? Ou qu'est-ce que ceux qui ont suivi ça de près, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce jury? Est-ce qu'ils avaient l'air studieux? Bien, c'est intéressant que tu poses la question parce que on sait que ce n'est pas retransmis à la télévision. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur du tribunal, mais les journalistes portaient leur attention souvent autant sur les témoins que sur les réactions des jurés. Et ils ont dit, finalement, on utiliserait dans le langage populaire, ils ont des poker face, c'est-à-dire qu'on est assez imperturbable. On ne montre pas de grosses réactions pour ou contre Donald Trump. Donc, même les journalistes assis au tribunal disent,
on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Dans la liste des jurés qu'on a vus, les caractéristiques des jurés qu'on a vus passer à l'écran pendant quelques secondes, nos téléspectateurs, téléspectatrices ont peut-être remarqué qu'il y avait 2 avocats. Et c'est intéressant qu'il y ait 2 avocats. Ces gens-là sont habitués à ce genre de procédure. Pas à œuvrer comme jurés, bien sûr, mais ils sont là donc pour probablement répondre aussi à des questions. Le juge va, à la fin des plaidoiries, rappeler aux jurés ce qu'ils doivent faire. Mais quand vient le temps d'élaborer ou de prendre une décision sur la preuve, donc les 2 avocats qui sont là sont des personnages clés, à mon avis. Donc, ils peuvent être des guides supplémentaires auxquels on réfère quand on a à délibérer. Luc, on va écouter ce que Donald Trump, parce que oui, il ne faut pas l'oublier, le palais de justice est devenu... L'entrée du palais de justice est devenue sa salle de conférence de presse électorale. Chaque matin, on va écouter ce matin ce qu'il y avait à dire. OK. There's nothing wrong. This is everybody saying it. Except we have a judge who's corrupt. We have a judge who's conflicted. You know what the conflict is, so do I, but I can't say it because I'm under a gag order, which is another unconstitutional thing. You ever hear of a president, leading candidate, leading Biden, leading everybody, and have a gag order? I'm not allowed to speak. It's a first. This is a very dangerous day for America. It's a very sad day. Bon, on a un juge corrompu. C'est certain que, en tout cas, je recommanderais pas ça à mes amis qui vivraient un procès de rentrer au tribunal le matin en disant on a un juge corrompu. Mais bon, c'est ce qu'il a dit. Et c'est très dangereux pour les États-Unis ce qui est en train de se produire. C'est fascinant, à entendre. Et on n'a pas, je pense, ni un ni l'autre ce genre de contexte, c'est-à-dire d'amis qui sont candidats à la présidence. C'est étonnant, mais en même temps, quand on observe les sondages, quand on observe les statistiques autour du découpage du vote, de la répartition de l'électorat, Donald Trump, au plan politique, semble bien jouer ses cartes parce que c'est pas banal. Il a été condamné contre E. Jean Carroll dans ce cas de diffamation qui impliquait aussi une agression sexuelle. Il a été condamné pour fraude également à New York. Donc, c'est pas vrai cette idée que c'est Teflon Don, que tout lui coule sur le dos comme sur le dos d'un canard, là, que rien ne colle. Il a déjà été condamné 2 fois et pourrait l'être une 3e fois. Mais ce qu'il arrive à présenter à une partie de la population américaine, c'est qu'il est une victime. Effectivement, jamais je n'attaquerais un juge comme ça, ou je n'attaquerais des jurés, ou j'attaquerais les avocats de la défense, les procureurs plutôt, pas les avocats de la défense. Mais Donald Trump, donc, n'est pas un candidat ordinaire. Et là, c'est la version politique du procès à laquelle on a droit. On est en élection, et pour ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, les démêlés judiciaires de Donald Trump ne le rattrapent pas dans les sondages. On ne pouvait pas imaginer ça avant. Essayons d'imaginer le tiers des accusations contre Joe Biden. Essayons d'imaginer même contre un homme comme Barack Obama, à qui on n'avait rien au plan judiciaire à reprocher. Essayons même de mettre George W. Bush dans l'équation. Ça aurait été assez pour discréditer n'importe quel candidat à la présidence. Et Donald Trump demeure au plus fort de la lutte. C'est au moment où on se parle, Mario, celui qui a les devants. Il pourrait devenir ou redevenir donc président des États-Unis. Alors, il joue cette carte-là à fond chaque fois qu'il en a l'occasion. Hier, dernière chose, c'était Memorial Day aux États-Unis. Plutôt que d'y aller d'un message rassembleur, c'est ce que Joe Biden a tenté de faire, saluer ceux qui ont perdu leur vie pour la nation, puis lui a dit pour la démocratie. Donald Trump a passé sa journée à vociférer ou à insulter des gens hier. Dans un moment de rassemblement, lui a plutôt misé sur tous ceux qu'il juge être corrompus. Mais écoute, au plan politique, ça semble pas lui nuire trop. En tout cas, je ne sais pas à quel point ça l'aide, mais ça ne semble pas le pénaliser beaucoup. Eh bien, on va suivre ça. On aura sans doute un verdict au cours des prochains jours. On imagine que ça va faire pas mal de bruit quand le jury va appeler pour dire réunissez-vous, là, on a une décision, on a un verdict. J'ai l'impression que ça va faire pas mal de bruit à travers la planète. Luc La Liberté, merci. Un grand plaisir, Mario. Une bonne journée.